Donc, nous sommes à la 8e étape et 9e étape. Ce soir, on va couvrir la 8e et 9e étape. Le devoir la semaine passée, c'était si vous pouviez lire le texte dans le 12-12 sur les étapes 6 et 7. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé? Oups! Est-ce qu'il y en a qui ont pensé et qui l'ont fait? Pas vraiment? D'accord. C'est pas grave. Quand vous aurez l'occasion, ça vous tente. Un petit retour sur les étapes 6 et 7 et la 5e. La semaine passée, on a vu la 5e aussi. Donc, dans la 5e étape, ce que ça nous disait, c'est que dans notre 4e, on a identifié nos ressentiments, nos torts, nos peurs et nos défauts. Et pour en être libéré, il est nécessaire de les admettre à une autre personne, à Dieu et à nous-mêmes. Donc, l'auto-évaluation solitaire est insuffisante par rapport à la 4e étape. Et si on brûle la 5e, on pourrait ne jamais surmonter notre problème d'alcool. Quand tu parles de brûler l'étape, c'est-à-dire soit pas la faire, soit la sauter, ou en faire juste une partie ou éviter de parler des choses qui sont plus touchées. Donc, ils nous disent dans le texte, nous devons être parfaitement honnêtes avec quelqu'un si nous voulons vivre longtemps ou heureux ici-bas. Donc là, ils nous ont parlé aussi du choix de la personne qui est bien important. Et une fois la 5e étape terminée, on réfléchissait à ce qu'on avait fait avec dans les 5 premières étapes. La 6e et 7e étape dans le gros livre sont très courtes. En fait, c'est 2 paragraphes. Donc, il nous disait là-dedans que la bonne volonté est indispensable. Il nous demandait si nous sommes prêts à laisser Dieu enlever tous les obstacles qui nous bloquent de la lumière de l'esprit. Ensuite, on regardait notre liste qu'on a élaborée dans notre 4e étape. Puis on se demandait s'il y a certains défauts qu'on avait de la difficulté à laisser aller. Et si oui, on demande à Dieu de nous aider à y renoncer. Quand nous sommes prêts, on demande à Dieu de nous libérer de nos défauts. Donc, c'est la prière de la 7e étape. Est-ce que vous avez aimé la prière de la 7e étape? Oui. C'est une belle prière, je l'aime beaucoup. OK. Qui voudrait faire la lecture? Daniel? Écoute, oui, je vais voir comment ça va. Je veux juste être sûr que ça se peut que je ne sois pas dans l'esprit qu'il faut, là, mais je vais faire mon gros possible. OK. Attends un petit peu, où je trouve ma page? On était rendu à la page 81, je pense. 86. 6, oui. Oui, on est rendu à la page 86. Le deuxième paragraphe qui dit « Nous devons encore demeurer dans l'action ». Ouais. Alors, bonsoir tout le monde, Daniel Alcoolique. Nous devons encore demeurer dans l'action, sans quoi nous découvrirons que la foi sans les œuvres est une foi morte. Jetons un coup d'œil à la 8e et à la 9e étape. Nous avons la liste de toutes les personnes que nous avons lésées et envers qui nous sommes prêts à réparer nos torts. Nous avons dressé cette liste au moment de notre inventaire et à cette occasion, nous nous étions soumis à un examen sévère. Maintenant, nous allons vers nos semblables dans le but de réparer le dommage fait dans le passé. Nous tentons de réparer les dégâts que nous avons causés en voulant imposer nos volontés et diriger nous-mêmes le spectacle. Si nous n'avons pas la force de le faire, nous prions jusqu'à ce qu'elle nous soit donnée. Souvenez-vous qu'il était entendu au début que nous ne reculerions devant rien pour vaincre l'alcool. Donc, il nous parle qu'on doit demeurer dans l'action. Vous remarquerez qu'on a commencé ce qu'on appelle l'action dans les étapes à la 4e étape. On commence par rédiger notre inventaire, ensuite on le partage. 6e, 7e étape, on demande à Dieu. C'est un peu moins d'action, mais quand même. Donc ici, l'action, ça va être préparer nos amendes, puis les faire, nos amendes. C'est ça qu'on va parler là. Ils nous disent « La foi sans les œuvres est une foi morte ». Ça, c'est une citation qui arrive de la Bible, si je ne me trompe pas. Et la foi, c'est une pensée.
Et sans les œuvres, c'est l'action. Donc, penser à une puissance supérieure, avoir la foi, y croire, y demander des choses, ça fait partie de la foi, c'est au niveau de la pensée. Mais si j'agis pas, si je passe pas à l'action, pour faire mon ménage intérieur, j'aurai pas la liberté intérieure, la liberté, la paix d'esprit. Donc, ils disent là, on va aller vers nos semblables pour réparer les dommages qu'on a faits dans le passé. Puis notre liste de personnes à qui on a fait du tort, c'est bien sûr, ça provient de notre 4e étape. Vous vous souvenez, la liste des torts, là, c'est ces gens-là, mais on ne fera pas des amendes honorables à toutes les personnes nécessairement, mais on va regarder la liste des personnes à qui on a fait du tort, puis on va identifier si on doit faire une amende honorable ou pas. Donc, il dit, si on n'a pas la force de faire, nous prions, on demande à Dieu de nous donner la force de le faire. Peux-tu continuer l'autre paragraphe, s'il te plaît? Oui. Sans doute reste-t-il encore quelques réticences. En récapitulant la liste des amis et des compagnons de travail que nous avons blessés, il pourrait arriver que nous soyons peu confiants des résultats d'une démarche à caractère spirituel auprès d'eux. Rassurons-nous, il n'est pas nécessaire et probablement pas indiqué d'aborder certaines personnes en insistant sur le caractère spirituel de notre visite. Nous pourrions éveiller des préjugés chez elles. Pour l'instant, nous tentons de mettre de l'ordre dans notre vie. Cela ne constitue cependant pas une fin en soi. Notre but véritable est de nous préparer à nous mettre en état de servir le plus possible Dieu et les personnes qui nous entourent. Il est rarement sage, en revenant vers un individu encore affecté par les injustices que nous lui avons fait subir, de lui annoncer que nous sommes désormais tournés vers la religion. Dans l'arène, cela équivaudrait à foncer sans penser aux conséquences. Pourquoi nous exposer à nous faire traiter de fanatiques ou de raseurs religieux? Nous pourrions gâcher toute chance éventuelle de livrer un message positif. Par ailleurs, notre interlocuteur ne pourra qu'être impressionné par notre désir sincère de réparer le tort que nous lui avons causé. Il sera plus intéressé par notre démonstration de bonne volonté que par le récit de nos découvertes spirituelles. Oui. Donc, c'est ça, de ne pas insister sur le caractère spirituel. Effectivement, l'objectif de la 9e étape, c'est de réparer le tort qu'on a causé. Donc, on va rencontrer la personne, on va s'excuser, ça en fait partie, mais c'est pas juste ça, réparer nos torts. Si j'ai volé de l'argent à mon employeur, rendre de l'argent, ça fait partie de la réparation des torts. On peut prendre une entente avec la personne, mais il faut faire ce qu'il faut pour réparer vraiment nos torts. Donc, il dit aussi, un des objectifs, c'est de mettre de l'ordre dans notre vie. Notre but véritable est cependant de nous mettre en état de servir le plus possible Dieu et les personnes qui nous entourent. Donc, nous mettre en état, ça veut dire nous mettre en état, on est libéré de notre culpabilité, puis du poids de la culpabilité, dans le fond. On est libéré aussi, en théorie, on devrait être libéré pas mal des ressentiments qu'on a eus. Donc, on va se libérer aussi de la culpabilité en finissant notre ménage intérieur par les amendes honorables. C'est pas mal ça. Quand ils disent désormais tourner vers la religion, c'est le terme qu'ils utilisaient dans les années 1938. Là. Aujourd'hui, on est tourné plus vers la spiritualité que la religion, en fait. On peut continuer. J'arrive. OK. Excusez, mon minou. Il ne s'agit cependant pas d'un prétexte pour échapper à la peur de parler de Dieu. Nous sommes prêts à exposer nos convictions avec tact et bon sens quand c'est utile. La question de notre démarche auprès de quelqu'un que nous avons détesté va surgir à son heure. Peut-être cette personne nous a-t-elle causé plus de tort que nous ne lui en avons fait. En dépit d'un meilleur sentiment envers elle, nous ne sommes pas très enthousiastes à l'idée d'admettre nos torts. Avec une personne qui nous est antipathique,
nous devons tout de même prendre soin. Il est plus difficile d'aller vers un ennemi que vers un ami, mais cela nous rapporte avantage. Nous abordons alors l'autre dans un esprit d'aide et de pardon. Nous avouons notre inimitié passée et exprimons notre regret. Donc, ici, c'est plus facile, ils disent, d'aller une personne antipathique, aller auprès d'une personne qu'on a détestée. Mais c'est ça. Moi, je considère qu'avant d'aller faire une amende honorable à quelqu'un que j'ai détesté, je vais m'assurer de lui avoir pardonné avant d'aller faire une amende honorable. Parce que la personne, si je fais encore du ressentiment, la personne peut dire des choses que ça me fait encore monter la pression, puis faire monter le ressentiment, puis je risque de dire des choses que je vais regretter encore. Donc, c'est beaucoup préférable d'avoir pardonné à l'autre personne les torts qu'elle peut avoir eu envers nous autres. Si comme je dis, j'ai fait une amende honorable de ce genre-là à ma mère à un moment donné, puis ça n'a pas bien passé. Parce que l'autre va sentir, ma mère, elle sentait que je n'étais pas sincère, que je n'avais pas changé d'idée, tu sais, par rapport à elle. Donc, ça ne servait pas à grand-chose. Ça n'a pas servi à grand-chose. Fait que c'est préférable d'avoir pardonné à l'autre. Puis aussi, de s'être pardonné les torts qu'on a faits. Si tu t'es pas pardonné, encore là, la personne peut te blesser encore ou te rendre encore plus coupable. Donc, assure-toi d'avoir pardonné autant à l'autre qu'à toi. Ici, c'est ça, nous abordons l'autre dans un esprit d'aide et de pardon. C'est un des endroits dans le gros livre où il parle de pardon. Il n'en parle pas beaucoup, mais c'est super important. Il dit, nous avouons notre inimitié passée, nos mauvais sentiments, mais surtout nos mauvaises actions. Tu sais, dire à l'autre que j'ai fait du ressentiment envers toi à la planche, c'est pas nécessairement une bonne idée. Ça peut faire de la peine. Donc ça, j'en parle pas nécessairement. Ça dépend de ce que j'ai de quelle façon je vais faire mon amende honorable. Peux-tu continuer? Nous évitons à tout prix de critiquer cette personne ou de discuter avec elle. Nous lui disons simplement que nous ne pourrons pas surmonter notre problème d'alcool tant que nous n'aurons pas fait tout notre possible pour mettre de l'ordre dans notre passé. Nous sommes là pour réparer les dégâts dont nous sommes responsables, conscients que nous ne pourrions rien faire de valable tant que le passé n'aura pas été nettoyé. Nous évitons de lui dire ce qu'elle devrait faire. Seuls nos torts à nous sont mentionnés, jamais les siens. Si nous parlons avec calme, franchise et sans rien cacher, les résultats seront satisfaisants. Mm-hmm. Donc, c'est ça. On n'est pas là. Un amende honorable, c'est pas pour critiquer la personne ou discuter avec elle. C'est pas non plus pour dire à l'autre ma façon de penser ou ma façon que j'ai vécu ça, pauvre de moi, tu m'as fait du tort, puis je me suis senti mal, je me suis senti rejeté, tout ça. C'est pas l'objectif d'une amende honorable. Pas du tout. Puis je cherche pas non plus à dire à l'autre que j'avais raison. OK? Donc, on lui dit nos torts à nous. On y parle de nos torts à nous seulement. Ils disent, on nettoie notre côté de la rue, pas le sien. Puis, un point bien important, seuls nos torts à nous, seuls nos torts à nous sont mentionnés, jamais les siens. Donc, c'est un petit peu différent de ce que les psychologues préconisent. Ils préconisent souvent d'aller dire à la personne qui nous a blessés, aller dire comment on s'est senti, puis tout ça, tu sais. Alors que dans nos étapes, c'est pas mentionné nulle part, ça. Ça fait pas partie de notre mode de vie. Le paragraphe suivant nous donne quelques résultats possibles de nos étapes. La 9e. Tu le lire? Oui, 9 fois sur 10, l'inattendu se produit. Notre interlocuteur avoue parfois ses propres fautes et l'inimitié, vieille de plusieurs années, s'efface en une heure. Nous réussissons presque toujours à marquer des progrès. Il arrive que nos ennemis d'hier nous félicitent pour notre démarche et nous souhaitent bonne chance. Parfois, certains nous offrent leur aide.
Il ne faut cependant pas nous en faire si quelqu'un nous chasse de son bureau. Nous aurons démontré notre bonne volonté. Nous aurons fait ce qu'il fallait. C'est fini. C'est ça. Fait que c'est les résultats possibles de notre 9e étape. Alors là, jusqu'à maintenant, ils nous ont parlé de la 8e et 9e en général. Maintenant, ils vont parler de quelques cas particuliers, dont le suivant, c'est des personnes si on doit de l'argent. Tu veux-tu y aller avec l'autre paragraphe? La plupart des alcooliques doivent de l'argent. Nous ne cherchons pas à échapper à nos créanciers. Nous leur expliquons notre objectif sans faire de manière au sujet de notre alcoolisme. En général, ils sont déjà au courant, que nous nous en doutions ou non. Nous ne craignons pas non plus de révéler notre problème d'alcool sous prétexte que notre franchise pourrait nous causer des ennuis financiers. Abordé sans détour, le plus dur des créanciers peut parfois nous surprendre. Tout en discutant du meilleur arrangement possible, nous laissons savoir à ces gens que nous regrettons notre conduite passée. Notre alcoolisme en fait de nous de mauvais payeurs. Nous ne devons pas craindre nos créanciers, aussi loin que cela doit nous mener, car l'angoisse d'avoir à leur faire face risque de nous faire boire. Donc, c'est ça. Si on doit de l'argent, normalement, on devrait s'arranger pour payer ce qu'on doit, ce qu'on a volé ou ce qu'on a subtilisé, peu importe, là. Quand ils disent donc discuter du meilleur arrangement possible, c'est pas un arrangement qui dit je t'ai volé 1000 pièces, je vais te rembourser 500. Ça serait pas ça. Ça serait je t'ai volé 1000 pièces, je peux te rembourser 50 pièces par semaine ou 20 pièces par semaine. Là, tu sais, c'est plus ça quand tu parles du meilleur arrangement possible. Pas obligé de payer tout d'un coup, mais on devrait normalement essayer de payer tout le montant qu'on doit. Alors, le paragraphe suivant, il commence à nous parler d'un acte criminel. Peux-tu y aller? Il se peut que nous ayons commis un acte criminel pour lequel nous pourrions être mis en prison, s'il était connu des autorités. Peut-être le manque d'argent nous empêche de nous racheter. Nous avons déjà avoué ces circonstances à une autre personne, confidentiellement. Cependant, si ces gestes étaient révélés, nous serions certainement incarcérés ou nous perdrions notre emploi. Dans d'autres cas, il peut s'agir seulement d'un délit mineur, comme d'avoir gonflé nos notes de frais. La plupart d'entre nous avons fait des choses de genre. Divorcés et remariés, peut-être avons-nous cessé de verser la pension à notre première femme. Furieuse, elle a fait délivrer un mandat d'arrestation contre nous. C'est là une forme d'ennui également répandue. C'est ça. Donc, peu importe le- l'acte criminel, normalement, on devrait essayer de réparer. Pas toujours évident. Ce qu'on suggère beaucoup aussi, c'est avant de passer à la réparation, c'est préférable d'en parler avec notre parrain ou notre marraine pour s'assurer qu'on ne se met pas totalement les pieds dans les plats ou s'assurer aussi qu'on ne fera pas de tort à quelqu'un d'autre. OK. On peut continuer? Oui. Bien que nous puissions réparer ces torts d'innombrables façons, certains principes généraux peuvent nous guider. En nous rappelant que nous avons décidé d'aller aussi loin qu'il le faudrait pour vivre une expérience spirituelle, nous demandons que nous soit donnée la force et la lumière nécessaires pour faire ce qu'il faut, quelles que soient les conséquences pour nous. Cela peut signifier la perte de notre emploi ou de notre réputation, ou même l'incarcération. Mais nous sommes prêts à tout, il le faut. Nous ne devons reculer devant rien. C'est ça. Donc, on se rappelle qu'on a décidé d'aller aussi loin qu'il faudrait. On a pris la décision de confier notre volonté puis notre vie aux soins de Dieu. Puis, on a confirmé qu'on faisait ça en s'engageant à mettre en pratique les étapes suivantes, incluant les amendes honorables. Devons reculer devant rien. Moi, j'avais eu un exemple de ça un congrès à Rimouski. J'avais entendu un partage d'un membre qui avait fait de la prison, qui s'était évadé. Je ne sais pas comment il avait réussi ça, ou il ne comptait pas, là, mais en tout cas, il s'était évadé, puis
il a fini par aboutir au nord de Montréal, puis il y a un membre qui l'a aidé, qui l'a hébergé, puis qui l'a amené à Ava. Il a commencé à faire les alcooliques anonymes, puis il a fait ses étapes, puis il s'est rendu compte que, comme amende honorable, il fallait qu'il se rende à la justice. Ce qu'il a fait. Et Ouf. il a été incarcéré pendant une période de temps, là, mais le fait qu'il se soit rendu a joué en sa faveur, puis il a pu s'en sortir assez bien. En tout cas, son partage était toute beauté, puis moi je dirais bien ça, la libération, la paix qu'on sentait à l'écouter parler, là, tu sais, c'était impressionnant, vraiment. Fait que c'est des, euh, des choix difficiles des fois dans la 9e étape, mais c'est des choix qui permettent une libération plus tôt. Des fois, plus ton amende est difficile à faire, plus elle t'apporte une libération. Hmm. Mm. OK. D'ailleurs, ils vont donner un exemple. Si tu veux lire l'autre paragraphe suivant, ils donnent un exemple de quelqu'un qui a reculé devant rien. En général, d'autres personnes sont mêlées à nos histoires. Nous prendrons garde de ne pas jouer le rôle du martyr qui, dans un geste aussi précipité qu'inconsidéré, sacrifierait inutilement les autres pour échapper au piège de l'alcoolisme. Nous connaissons un homme qui s'était remarié. À cause de l'alcool et par ressentiment, il ne payait pas de pension alimentaire à sa première femme. Elle en était furieuse. Elle s'est présentée à la cour et l'a fait incriminer. Il avait commencé à vivre selon nos principes, il possédait un bon emploi et commençait à sortir la tête de l'eau. Il aurait fait preuve d'un héroïsme impressionnant s'il s'était présenté devant le juge en disant « Me voici ». Tu peux Nous continuer étions, je peux l'autre paragraphe. continuer? OK. Oui. Nous étions d'avis qu'il devait se montrer disposé à le faire si nécessaire. Seulement, une fois emprisonné, il ne pourrait plus pourvoir aux besoins d'aucune de ces deux familles. Nous lui avons suggéré d'envoyer à sa première femme une lettre dans laquelle il admettait ses fautes et demandait pardon. Il a envoyé la lettre en y ajoutant une petite somme d'argent. Il lui disait aussi ce qu'il s'efforcerait de faire à l'avenir. Il a ajouté qu'il serait prêt à aller en prison si elle y tenait. Bien sûr, elle a renoncé à ses poursuites et la situation est depuis longtemps rentrée dans l'ordre. Donc, c'est un bon exemple d'une façon de régler un problème comme celui-là, là. Un problème de quelqu'un qui ne paye pas pension, puis qui, tu sais, fait que, il était pas, remarque, avec le mode de vie, il n'était pas obligé d'attendre que le conjoint t'envoie une lettre pour une lettre d'avocat ou quoi que ce soit, là. Quand tu as commencé à admettre tes torts dans ta 4e étape puis ta 5e, éventuellement, tu devrais te rendre compte que tu as besoin de faire quelque chose par rapport à la situation avec ton ancien conjoint. Alors, tu peux lire l'autre paragraphe? Avant de prendre des mesures radicales qui pourraient engager d'autres personnes, nous nous assurons du consentement de celles-ci. Après que la permission nous a été accordée, que nous avons pris conseil auprès d'autres personnes et que nous avons demandé l'aide de Dieu, si la mesure catégorique s'impose, alors nous ne devons pas reculer. Mhm. C'est ça. C'est un peu la même chose qu'il nous disait tout à l'heure, là, sauf que là, s'il y a d'autres personnes impliquées, comme si c'est des problèmes financiers qui font que notre revenu va être moindre parce qu'on doit rembourser des dettes ou des choses comme ça, ben, il faut demander faut en parler à notre conjoint ou à la famille. OK? Euh, donc, ils disent bien ici, pris conseil auprès d'autres personnes. Donc, comme on parlait tout à l'heure, puis demander l'aide de Dieu. Effectivement, on ne fait pas ça tout seul, les amendes honorables. On va sauter l'autre exemple. On va aller à la page 91, le 2e paragraphe. Là, on est rendu au problème de ménage. Problème de ménage, c'est bien sûr qu'ici, il parle d'infidélité, n'est-ce pas? Il peut y avoir d'autres problèmes de ménage que ça, là, mais ici, il parle de celui-là. Il est probable que nous ayons des problèmes de ménage. Peut-être entretenons-nous avec les femmes des relations dont nous préférons que la nature ne soit pas connue. Sur ce point, nous doutons que les alcooliques soient fondamentalement bien pires que les autres. Quoi qu'il en soit, il est certain que boire complique les relations sexuelles avec le conjoint. Après quelques années aux côtés d'un alcoolique,
Une femme s'use, devient amère et incapable de communiquer. Comment pourrait-il en être autrement? Le mari commence à se sentir seul et à s'apitoyer sur son sort. Il se met à chercher quelque chose d'autre que l'alcool dans les boîtes de nuit ou autres endroits du même genre. Peut-être vit-il une aventure secrète, passionnée avec une femme qui comprend. En toute honnêteté, nous devons dire qu'elle peut très bien comprendre. Mais que faire devant une situation comme celle-ci? Souvent, celui dont c'est le cas éprouve de gros remords, surtout s'il est marié à une femme loyale et courageuse qui a vécu et vit littéralement l'enfer à cause de lui. Je peux continuer avec l'autre paragraphe. Quelle que soit la situation, nous devons généralement faire quelque chose pour la corriger. Si nous sommes certains que notre femme ne sait rien, devons-nous lui dire ce qui se passe? Pas nécessairement. Si dans l'ensemble, elle sait que nous avons fait bien des folies, devons-nous lui en raconter les détails? Certes, nous devons avouer nos fautes. Elle peut cependant insister pour avoir tous les détails. Elle voudra savoir qui est l'autre femme et où elle habite. Nous considérons qu'il vaut mieux répondre que nous n'avons pas le droit de mêler une autre personne à nos problèmes de couple, que nous regrettons ce que nous avons fait et que, si Dieu le veut, cette situation ne se représentera pas. Nous ne pouvons pas faire plus. Nous n'avons pas le droit d'aller plus loin. Même s'il y a parfois des exceptions légitimes et bien que nous ne voulions pas tracer de règles à suivre, nous avons souvent trouvé que c'était là la meilleure façon de procéder. Mhm. Donc, c'est ça. Il parle d'un cas d'infidélité. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si le conjoint sait, ben là, on doit admettre de façon générale les fautes, mais sans donner de détails. Et c'est ça. Donc, il donne la façon de faire dans ce cas-là. Puis, l'autre possibilité, c'est la franchise totale. Donc, ça, c'est le dernier paragraphe. Non, dans certains cas, on saute un paragraphe. Y a-t-il quelqu'un qui ça y tenterait, Lé? Oui, on peut donner un congé à Daniel. Chantal, vas-y. Merci. Merci, Daniel. Est-ce qu'on commencerait avec dans certains cas? Oui. Dans certains cas, c'est peut-être la franchise la plus totale qui est de rigueur. Une tierce personne ne peut pas toujours évaluer ces situations intimes. Il peut arriver que les deux conjoints, préférant laisser parler la raison et faire preuve d'une indulgence affectueuse, décident d'oublier le passé. Chacun pourrait prier en pensant surtout au bonheur de l'autre. N'oubliez jamais que vous traitez avec le plus terrible des sentiments humains, la jalousie. En général, il vaut mieux attaquer stratégiquement le problème et éviter l'affrontement. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, il y a deux possibilités dans ce cas-là. Comme on disait, soit faire une amende générale si elle est au courant, et si elle n'est pas au courant du tout, peut-être c'est pas en parler pour éviter de faire de la peine à l'autre. Hein. Mais c'est sûr que il y a besoin d'un changement de comportement avant d'aller faire ce genre d'amende honorable-là aussi. Là, tu sais. Quand tu vas faire une amende honorable, tu as besoin d'avoir pardonné à l'autre si elle t'a fait du tort. Tu as besoin de te pardonner tes torts à toi. Puis tu as aussi besoin d'avoir changé d'attitude à son égard. Changer d'attitude et de comportement dans ce cas-là. Tu sais, quelqu'un qui est infidèle puis qui va faire une amende honorable en promettant de plus l'être puis de continuer à l'être, c'est pas tellement. C'est pas la rigoureuse honnêteté, tu sais, on s'entend. Donc, c'est sûr que c'est nécessaire dans ce cas-là. C'est pas un mode de vie facile, mais il est possible de le faire. Peux-tu continuer? Même si nous ne connaissons pas ces complications chez nous, il y a beaucoup à faire dans nos relations familiales. Parfois, un alcoolique vous dira que la seule chose qu'il a à faire est de ne pas boire. De toute façon, s'il buvait, il n'aurait pas de foyer. Mais il doit faire beaucoup plus encore pour réparer ses torts envers sa femme ou ses parents qu'il a tant malmenés pendant des années. La patience de certaines mères et de certaines femmes d'alcooliques, dépasse tout entendement. Sans elles, un grand nombre d'entre nous seraient aujourd'hui sans famille et peut-être morts.
Mhm. Et la première chose à faire pour réparer ce genre de tort-là, qui a plus rapport avec notre attitude, notre façon de traiter les autres, c'est de changer justement son attitude. Changer notre façon de voir les choses, notre attitude va changer, notre comportement va changer. Donc, réparer ses torts, puis aller s'excuser à quelqu'un sans avoir changé d'attitude, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Moi, tant que j'ai fait du ressentiment envers ma mère, je suis pas retourné faire un effort honorable. Il a fallu que je change ma façon de la voir. J'ai commencé par comprendre pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Puis j'ai commencé par lui pardonner. Puis ensuite, j'ai changé d'attitude à son égard. Une fois ça fait, il est possible d'aller faire une amende honorable. Puis elle a beaucoup plus de chances d'être bien accueillie. Tu peux continuer? L'alcoolique est comme un ouragan qui ravage la vie des autres sur son passage. Il brise des cœurs, détruit de tendres relations, déracine des affections. Son égoïsme et son manque d'égard constant maintiennent le foyer dans le tumulte. À notre avis, celui qui prétend qu'il suffit de ne pas boire n'a pas assez réfléchi à la question. Il est comme le fermier qui, en sortant de son abri après le passage du cyclone qui a démoli sa maison, se tourne vers sa femme pour lui dire: « Je ne vois aucun problème ici, maman. N'est-ce pas merveilleux? Le vent est tombé. » Mhm, c'est ça. Tu peux continuer avec l'autre paragraphe, ça va nous. Oui, nous avons un long travail de reconstruction devant nous et nous devons en prendre l'initiative. Marmonner des excuses contrées ne suffit pas. Nous devons nous asseoir avec notre famille et analyser le passé franchement tel que nous le voyons maintenant, en prenant bien soin de ne critiquer personne. Les défauts des autres peuvent être flagrants, mais il y a de bonnes chances que nos façons d'agir soient partiellement la cause des difficultés. Nous mettons donc de l'ordre dans nos relations familiales. Chaque matin, au cours de notre méditation, nous demandons à notre Créateur de nous enseigner la patience, la tolérance, la bienveillance et l'amour. Alors, c'est ça le changement d'attitude qui est requis avant d'aller faire des amendes honorables. On demande à Dieu de nous enseigner la patience, la tolérance, la bienveillance et l'amour. On ne lui demande pas de nous aider à montrer aux autres on a raison, tu sais. C'est pas tout à fait ça. Donc, c'est ça, c'est le changement d'attitude qui est nécessaire. On peut continuer. La vie spirituelle n'est pas une théorie. Nous devons la vivre. À moins que notre famille n'exprime le désir de vivre selon des principes spirituels, nous croyons qu'il ne faut pas pousser les nôtres sur ce point. Nous devons éviter de leur parler constamment de spiritualité. Ils y viendront à leur heure. Nous prêchons mieux par notre façon d'agir que par nos paroles. Nous devons nous rappeler que 10 ou même 20 années d'alcoolisme actif peuvent rendre sceptique à peu près n'importe qui. Mhm, c'est ça. Donc, la vie spirituelle n'est pas une théorie. Nous devons la vivre. Bien important. On n'est pas obligé de parler constamment de spiritualité. Moi, j'avais mon premier conjoint qui parfois tombait dans un sermon. Il faisait des sermons. C'est pas nécessaire, c'est pas ça qui aide vraiment. C'est plus notre exemple qui va aider que nos sermons. On peut continuer? Certains torts peuvent être impossibles à redresser complètement. Dans ce cas, si nous sommes vraiment sincères dans nos intentions, nous ne devons pas en faire un problème. Lorsque, par exemple, nous ne pouvons entrer en contact direct avec les personnes en cause, nous leur écrivons une lettre. Il peut arriver aussi que nous ayons une raison valable de remettre nos excuses à plus tard, mais si cela est possible, nous ne prenons pas de retard. Sans tomber dans la servilité ni nous montrer grincheux, nous tâchons d'agir avec empathie, tact, bienveillance et humilité. À titre d'agents de Dieu, nous nous tenons debout et nous ne rampons devant personne. Mhm. Donc, ils disent que certains torts peuvent être impossibles à redresser complètement. C'est vrai, mais parfois, on peut redresser indirectement. Un exemple de ça. Tu as fait du tort à tes parents, t'as traité pas très bien ta mère, mettons.
Ben, puis elle est décédée maintenant. Donc, tu ne peux pas réparer directement tes torts. Une façon de faire que j'ai vue déjà, c'est quelqu'un qui est allé dans un foyer pour personnes âgées pour aider, faire du bénévolat. Donc, c'est une façon de réparer des torts qu'on a eus, mais qu'on ne peut pas être en contact direct avec la personne. On peut aussi, pour une personne décédée, lui écrire une lettre et aller lire sur sa tombe la lettre et la brûler ensuite, ce genre de truc-là. Là, tu sais, il est possible de faire une cérémonie personnelle qui nous, euh, qui nous libère et qui constitue notre amende honorable, dans le fond. Ça va-tu jusque-là? Y a-tu des questions, des commentaires? Y a-tu quelqu'un qui aurait des questions sur un amende honorable quelque chose qui ne sait pas trop quoi faire avec ça? Si vous voulez en parler, c'est pas obligatoire. Oui, ben moi, mon nom c'est Guylaine, je suis alcoolique. Ça m'est arrivé, mon père voulait faire des amendes honorables envers moi. Et il savait même pas de quoi il s'excusait. Il savait juste que j'étais fâchée. Moi, j'étais fâchée chronique dans ma vie, tu sais. Fait que je dirais, moi, je n'étais pas de colère. Mais il savait pas pourquoi. Puis il a essayé de me faire des amendes honorables, mais ça a servi à rien parce que il savait pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes, mais moi, je pense que la confrontation, j'ai jamais été pour ça. Moi, je confrontais jamais personne. Je virais les talons puis je m'en allais dans une autre direction, c'est tout. Mais je me rends compte comment que c'était néfaste que de ne pas m'exprimer puis de lui communiquer ce qu'il faisait pas mon affaire. Mm. Alors, moi, ce que je dirais, c'est si tu as quelqu'un qui t'en veut puis que tu ne sais pas pourquoi, tu peux aller faire un amende honorable en lui disant, écoute, je sais que tu es fâché après moi, je ne sais pas pourquoi. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Puis moi, j'aimerais OK. savoir pour t'exprimer mon regret ou, je sais pas, pour réparer, pour savoir si je peux réparer. Tu sais? Fait que ça serait d'aller voir l'autre personne puis demander vraiment de m'expliquer pourquoi. Ouais. J'ai eu comme l'impression qu'il voulait pas vraiment le savoir. C'est ça. Hmm. Mhm. Ouais, Merci. ça fait plaisir. Quelqu'un d'autre? Non? OK. S'il n'y a personne d'autre, on a ensuite Je crois qu'il y a Nathalie qui voulait prendre la parole. Oui, oui, Nathalie. Tu as de la misère avec ton. Si je fais ça, attends un petit peu, ça fait quoi? Peut-être-tu? Là, t'as fermé, t'es bonne pour fermer la vidéo. Maintenant, tu dois avoir le piton à côté pour réactiver le son. Non? OK. On reviendra, cherche à l'ouvrir. Non, cherche à l'ouvrir, puis on reviendra plus tard à toi. OK? Euh, Là, il y a les promesses à page 94. C'est les promesses qu'on lit dans les groupes, mais ce sont les promesses de la 9e étape. Normalement. C'est sûr qu'on peut commencer à vivre ces promesses-là avant la 9e étape, mais ils vont être pas mal réalisés rendus à la 9e étape. Pas vraiment quand on aura terminé, là, mais quand on aura un bout de chemin de fait. Alors, vous remarquerez que, je vais vous le dire tout de suite, là, ces promesses-là,
Nathalie, Viens. elle a réussi à ouvrir, là. Ah oui, OK. Vas-y, Nathalie, c'est quoi ta question? Allô? Oui, Allô? oui, oui, on t'entend. Ah, OK. Moi, je suis allée en faire une au moment honorable à une personne. Le problème, c'est- ça ne disait rien. Moi, ça me venait me chercher, là, tout ça. Puis, à fait du compte, c'est comme si ça m'a rien donné parce que la personne ne se rappelait pas de ça. Fait que Euh, tu restes bouche bée, là, tu sais pas trop. mhm. Dans ce cas-là, je te dirais, tu as fait ce que tu avais à faire. Toi, ça t'a dérangé. L'autre personne, ça l'a probablement pas dérangé tant que ça. OK. Donc, elle s'en rappelle pas. Moi, ça, c'est quelque chose qui peut m'arriver. J'ai la mémoire assez courte. Euh, mais on n'a pas à s'en faire dans ce cas-là. Dans le fond, elle nous en a jamais voulu. Fait Ah, qu'on lui fait une amende honorable, tu sais. Mais on le fait pour soi. Il ne faut jamais oublier qu'on fait des amendes honorables pour soi, pas pour l'autre personne, pas en attendant qu'elle nous dise ah, t'es donc bien fine, c'est le fun. On le fait pour libérer notre conscience. Puis, donc, le mieux, c'est d'arriver là sans attendre que l'autre nous félicite ou quoi que ce soit. Ou des fois, ça peut arriver même qu'elle nous revire de bord en disant, elle ne veut rien savoir. Tu sais, mais c'est pas important. Le résultat ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, OK. c'est que tu as fait ce que tu avais à faire. OK. C'est Merci. ça qu'on peut faire. Bienvenue. Ça va-tu? Donc, ouais, les promesses qu'il y a là, ils viennent régler les tourments d'alcooliques qu'on a mentionnés à la page 59. Les problèmes qu'on avait. Donc, si nous sommes sérieux et appliqués dans les efforts que demande cette phase de notre évolution. Donc, cette phase de notre évolution, c'est la 9e qu'on parle ici. Nous serons étonnés des résultats, même après n'avoir parcouru que la moitié du chemin. Ça, un petit peu. Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. J'essaie de voir, c'est nous étions malheureux. C'est ça que ça dit dans les tourments à page 59. Nous ne regretterons pas plus le passé que nous ne voudrons l'oublier. Ça, c'est encore par rapport à nous étions malheureux. Nous comprendrons le sens du mot sérénité et nous connaîtrons la paix. Ça, nous ne pouvions pas contrôler notre émotivité. Si je suis dans la sérénité, j'ai contrôlé mon émotivité, n'est-ce pas? Et ils disent aussi, si profonde qu'a été notre déchéance, nous verrons comment notre expérience peut profiter aux autres. Dans les tourments, ils disaient que nous ne croyons pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les autres. Alors maintenant, nous savons qu'on peut être utile. Nous perdrons le sentiment nous perdrons le sentiment d'être inutile et cesserons de nous apitoyer sur notre sort. Un petit peu, celle-là. Comment ça, je ne trouve pas. Non, je ne l'ai pas celle-là. Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à nos semblables. Donc, ça vient régler. Nous avions des difficultés dans nos relations personnelles. Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-mêmes aussi. Désormais, nous envisagerons la vie d'une façon différente. Ça vient régler. Nous étions en proie à la tristesse morbide et à la dépression. La crainte des gens et l'insécurité financière disparaîtra, vient régler. Nous étions incapables de gagner notre vie. Notre intuition dictera notre conduite dans des situations qui auparavant nous déroutaient. Ça vient régler. Nous étions habités par la crainte. Soudain, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. C'est le meilleur de toutes les promesses. Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes? Nous ne croyons pas. Non, nous ne croyons pas. Ces promesses se réalisent parmi nous, parfois rapidement, parfois lentement, mais elles se matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens. Et le travail dans ce sens, c'est le travail des étapes. C'est pas autre chose que ça. Ça va-tu? Jusque-là? Oui? Donc, Jocelyne, j'ai un petit commentaire, s'il vous plaît. bien sûr.
Hey, c'est la première fois que je t'entends dire ça, là, de lire le texte de la page 59. Ou peut-être que tu l'as déjà fait, puis je n'étais pas là, là. J'ai jamais réalisé que c'est comme, tu sais, comme les promesses répondaient à ce texte-là, là, de comment nous Mhm, nous sentions. C'est la première fois que je réalise ça. mhm. Je trouve ça le OK. fun. Oui, Je vais juste dire ça. Ben, merci. merci, Sylvie. OK. Donc, euh, avant de terminer sur le 8e, 9e, ce que je pense à faire, c'est un peu vous indiquer comment on peut préparer notre 9e étape. Donc, ça, c'est la 8e étape. En 8e étape, on dit que, attends un petit peu que j'aille le chercher, là. Le 8e, nous avons dressé la liste. Donc, on l'avait dressé dans la 4e étape. Nous avons consenti à réparer nos torts. Donc, normalement, on a notre liste. Donc, on a la liste des personnes. Donc, on va demander à Dieu de nous aider à faire cette préparation-là, là, nous donner la bonne volonté, le courage de faire nos amendes et l'éclairage nécessaire aussi pour identifier les meilleures façons de procéder pour les compléter. Donc, moi, ce que je n'ai pas mentionné dans le gros livre, mais j'aime bien utiliser des petites fiches cartonnées, vous savez, avec des petites lignes, là, sur lesquelles j'inscris le nom de chaque personne apparaissant dans l'inventaire des torts. Et pour chaque nom sur ta liste des torts, tu vas te demander si tu es prêt à faire amende honorable maintenant, plus tard, peut-être ou jamais. OK? Ça fait que donc, mettons du côté gauche, je vais mettre le nom, puis du côté droit, en haut, je vais mettre maintenant, plus tard, peut-être ou jamais. Euh, euh, donc, ensuite, tu peux inscrire les torts pour lesquels tu dois faire une amende honorable, mais très résumé. Ça, on en a parlé. Donc, tu peux ensuite indiquer la façon dont tu prévois faire ton amende honorable. On dit qu'une excuse, c'est un geste poli qui n'implique pas nécessairement le regret des actes posés. Excusez. Une amende offre à l'autre une compensation ou une réparation pour les torts causés avec un désir sincère de changer notre comportement. Mais c'est bien sûr après avoir changé mon attitude à son égard. Donc, c'est ça. Puis là, tu peux indiquer là-dedans, dans la façon dont tu prévois faire amende honorable, tu peux indiquer si tu vas le faire face à face, si tu es capable. Sinon, tu peux écrire une lettre ou par téléphone ou maintenant, on a par Messenger dans lequel c'est encore mieux que le téléphone. Là, au moins, on voit l'autre personne, on voit sa réaction. OK? Donc, ça, c'est pour la 8e étape. Attends-moi 2 secondes. Là. Je suis rendu quand même. J'ai une autre question, Jocelyne. Oui, vas-y. Excuse-moi, là, je ne sais pas si je dois te couper la parole. Oui, tu peux couper la parole n'importe quand. Ben, tu sais, faire ça par téléphone là, ou par lettre, là, Messenger, c'est pas pire, moi, dire comme tout, c'est face à face, c'est pas la manière facile, là. C'est-tu juste si tu n'es vraiment pas capable de rencontrer la personne? La priorité, c'est le faire de face à face, j'imagine. Exactement. Oh. Le mieux, c'est de faire ça face à face, c'est ce qu'ils nous disent. Puis si tu peux pas, ben là, une lettre, mais idéalement, c'est ça. Après, la meilleure façon après, ce serait par Messenger. Après ça, ce serait par lettre ou téléphone. Ouais, au courriel, là, ou en lettre. Ou courriel, OK. ouais. Ouais. Aujourd'hui, courriel, ouais. Si tu as le courriel de la Merci. personne. Ouais, OK. naturellement. Hein? Merci. Bienvenue. Tu ma page encore. OK. Dans les torts que j'ai à aller faire une amende honorable, comme je vous disais, si tu as fait seulement du ressentiment ou même si tu as fait autre chose, tu n'as pas nécessairement besoin de parler du ressentiment que tu as fait contre la personne. À moins que tu aies posé des actions à partir de ce ressentiment-là qui peuvent justifier le fait de dire que tu faisais du ressentiment contre elle.
Si mon tort, un des exemples, c'est si mon tort a été de faire du commérage, comment je peux réparer le tort d'avoir fait du commérage? Je peux aller m'excuser à la personne visée si elle l'a su ou si elle en a souffert et qu'on le sait. Mais idéalement, je devrais surtout rétablir sa réputation auprès des personnes à qui j'ai fait ces commérages-là. Un exemple, quand je me suis séparée avec mon deuxième conjoint, mettons que je me suis pas, gênée pour parler de ce qu'il avait fait de mal selon moi, tu sais? Puis, plus tard, ben, dans mes partages, j'ai parlé plus de lui, en bien plutôt qu'en mal, tu sais, pour expliquer son comportement, pour expliquer qu'il avait vraiment suivi son cœur finalement s'il était allé vers un autre. C'est pas parce que c'était pas contre moi, c'est parce qu'il était plus avec son cœur avec moi, tout simplement, tu sais. Donc, rétablir la réputation si on a fait du commérage. Et si tu as des réparations à faire, par exemple des dettes, des remboursements d'argent ou de biens volés, tu vas indiquer ce que tu es prêt à faire dans chaque situation. On en a parlé tout à l'heure. Puis le changement d'attitude est dans tous les cas est nécessaire. Donc, pardonner à l'autre, puis y montrer à tout le moins de la tolérance. Des fois, l'amour peut être difficile, là, mais la tolérance devrait être essentielle. Une fois tes fiches complétées, tu devrais rencontrer ton parrain ou ta marraine, puis partager avec cette personne-là ce que tu as fait afin d'obtenir ses commentaires sur la façon dont tu prévois réparer tes torts. Pour l'avoir fait avec des filles, déjà, tu sais, bien souvent, la personne était allait trop loin, tu sais, ou, tu sais, il y a des choses qu'elle pensait avoir fait du tort, mais c'était pas un tort réel, tu sais. Fait que c'est ça, c'est avoir l'avis d'une autre personne est toujours utile dans ce cas-là. Y a-t-il des questions sur la préparation des amendes honorables? Ah oui, je vous disais de marquer dans le coin si tu prévois le faire maintenant, plus tard ou jamais. Tu devrais commencer, après les avoir complétés, tu peux les classer par les maintenant. Mettre tous tes maintenant ensemble, puis là, tu es enligné pour les commencer. Après ça, tu passes à celle que tu voulais faire plus tard. Puis, normalement, quand tu vas en avoir fait quelques-unes, tu vas peut-être arriver à celle de jamais, puis tu vas réaliser que, ouais, peut-être finalement, je peux le faire. Tu sais. Souvent, celle qu'on dit jamais, ça peut être parce que on a fait beaucoup plus de ressentiment envers l'autre, ou on considère que l'autre a beaucoup plus de tort que nous autres, on en a eu. Tu sais. Euh, c'est possible que tu n'aies pas eu de tort. Entre autres, un cas qui peut être délicat, c'est dans les cas de viol. Dans le cas de viol, la personne qui a été violée est jamais responsable, c'est jamais sa faute. Je ne vais jamais m'excuser pour quoi que ce soit de relié à ça. Tu comprends? Mais il est possible que j'y ai fait d'autres torts par la suite, que je me sois vengé d'une façon quelconque et que j'ai peut-être à faire un amende honorable. Ça peut être dans celle-là que tu n'as pas envie de faire jamais. Puis je te comprends, puis tu sais, on ne peut pas juger des cas que tu mets comme jamais. Ça t'appartient. Tu peux peut-être le faire sous forme d'une lettre que tu n'enverras jamais et que tu vas brûler. Tu sais, il y a probablement moyen de se libérer de ça s'il y a de la culpabilité reliée à ça. Y a-t-il des questions sur la préparation? OK. C'est ça. Donc, tu n'as pas besoin de faire toutes tes amendes honorables en même temps. Mais
Puis une fois que tu l'as fait, tu peux indiquer sur ta fiche ce qui s'est passé ou la date que tu l'as fait, c'est comme tu veux. Si tu veux les garder. Si tu ne veux pas les garder, tu laisses faire puis tu les brûleras après. Une fois que tu les as faites, tu peux les brûler. Donc, un des objectifs de la 9e étape est de réparer les relations brisées en autant que c'est ce qu'on veut. Tu sais, moi, ma relation avec ma mère, je voulais réparer ça. Donc, j'ai changé d'attitude à son égard, puis ça a réparé la relation. Donc, pour différentes raisons, il est possible qu'on ne veuille pas avoir de relation avec certaines personnes, et c'est correct aussi. C'est pas obligé. Fait que je crois que ça termine ce que j'avais à vous dire par rapport à la 8e, 9e étape. Questions? Commentaires? Sur la 9e, 8e, 9e? Lucille, Lucille alcoolique. Oui. Jocelyne, je voudrais dire que c'est la première fois que j'entends là, pour la 8e, là, cette façon très, très humaine, très pas juste réfléchie. J'ai l'impression que quand on fait une amende honorable, j'en ai fait, moi aussi, j'en ai fait par lettre parce que dans ma première, 4e étape, comme par hasard, presque tout le monde à qui j'avais des amendes à faire était décédé. Hein? C'est pratique. Ouais. Mais par contre, que quand on va dans le réel, puis dans le vrai, là, puis qu'à un moment donné, il faut en faire une, moi, je me connais, là, je pompe, là, je pars. OK? Fait que, mon Dieu, que j'ai donc une amende à faire. Tu sais. Fait que ce que tu viens de dire, avec les fiches, quand, comment, puis avoir cette... dire par exemple, c'est pas nécessaire d'aller là, tu sais. Puis c'est pas nécessaire. Moi, j'aurais toujours probablement pensé du ressentiment. Tu sais, oui, mais garde, j'ai réagi de telle façon, puis je m'excuse, là, mais tu sais, dans le fond, j'étais, oh boy, ça me faisait du mal, là, tu sais. Je me vois aller, là. Donc, je trouve que moi, cette page-là, là, je vais la réécrire au propre, là, puis je pense que je vais la. Comment ça, tu ne peux pas dire polycopier aujourd'hui, c'est plus moderne, là. Mais je vais aller me la faire copier, je vais la mettre sur le mur, je ne sais pas. Je trouve que ça va être ce qui va être le plus pratique pour moi en faisant cette étape-là, là, avant de me préparer pour la 9e. Je pense que je vais être moins maladroite en faisant ma 9e. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Je l'apprécie énormément. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Merci, Lucille. Il y a d'autres commentaires? Donc, comme devoir, excusez, pour cette semaine, peut-être vous faire un format de fiche, vous faire une fiche avec les titres que je vous ai donnés. Les titres qui sont, si je vous les rappelle, si je retrouve ma feuille, oui, ici. Le nom de la personne, le quand, ensuite les torts que je dois avouer. Et la réparation que je veux faire. Okay. Donc, faire une fiche. Si vous avez un exemple, vous pouvez prendre un exemple, comme par exemple, si vous avez fait un inventaire des torts. Depuis qu'on a commencé la 4e étape, vous avez fait un exemple de ressentiment, un exemple des torts, en tout cas, j'espère. Puis, nous, c'est ça. Vous pouvez prendre l'exemple des torts que vous avez fait, puis faire une fiche pour quelle serait votre amende honorable par rapport à ça. S'il y a amende honorable à faire naturellement. Et comme autre devoir, si vous pouvez lire les pages 95 à 100 qu'on va couvrir la semaine prochaine, qui sont la 10e et 11e étape. Pour terminer, la phrase, l'expression entendue d'en haut, que j'ai entendue d'ailleurs en fin de semaine à quelques reprises, je travaille sur mes comportements. Alors, je travaille sur mes comportements. Que dit le gros livre à ce sujet-là? Un petit peu que je retrouve.
C'est bien sûr que l'amour et la tolérance envers les autres, voilà notre code. Ça, c'est à la page 94 qu'on trouve ça. L'amour et la tolérance, c'est une attitude. C'est pas un comportement. Si tu essaies de mettre de l'amour et de la tolérance sans avoir changé ta façon de voir l'autre, puis sans avoir changé ton attitude à son égard, ton comportement ne changera pas. Ben non, ça ne sera pas naturel du tout, puis l'autre va le sentir. OK? Donc, c'est mes pensées que je dois surveiller d'abord et changer. Et oui, André. Ah, André est parti, c'est bon. Il doit quitter. Donc, je change mes pensées qui deviennent mon attitude envers l'autre et mon attitude se transforme en comportement, éventuellement. OK? Donc, mes actions, mes comportements manifestent donc mes pensées et ma volonté. Ça peut manifester aussi mes peurs et mes défauts. Si mes pensées sont alignées sur l'amour et la tolérance, comme je crois que c'est la volonté de Dieu, elles ont plus de chances d'être axées sur l'amour, c'est ça, axées sur l'amour et la tolérance, et ça va se traduire en action. OK? Donc, moi, je ne travaille pas sur mes comportements. D'ailleurs, c'est souvent relié aux défauts et déficiences. Puis par rapport aux défauts et déficiences, je demande à Dieu de les enlever. Je peux essayer de travailler, de m'aligner plus sur la qualité. Tu sais, mettons que j'ai fait du ressentiment envers la personne, je vais essayer de voir comment je peux manifester de l'amour envers cette personne-là. Qu'est-ce que je peux essayer de chercher, qu'est-ce que je trouve de bien chez cette personne-là? Si elle m'énerve, puis elle me tombe sur les nerfs, au lieu de penser à la façon qu'elle me tombe sur les nerfs, je peux chercher, bon, mais qu'est-ce qu'elle a que j'admire chez elle ou qu'est-ce que je trouve correct chez elle, tu sais. Donc, ça va me permettre d'être plus aimante à son égard. Mais je ne travaille jamais directement sur mes comportements. C'est ça que je veux dire. Puis c'est pas ce que nous demande le mode de vie de toute façon. Y a-t-il des commentaires là-dessus? C'est bon. S'il n'y a pas de commentaires, je vais arrêter l'enregistrement.